Ma belle-fille a vidé mon compte en banque et a souri. De toute façon, tu es trop vieille pour le dépenser. Alors j'ai donné à mon fils, Thomas, et à sa femme, Sophie, 70 000 € pour l'apport de leur maison de rêve. J'ai emménagé pour aider avec mes petits-enfants. Pour avoir l'impression de faire encore partie d'une famille. Mais j'ai vite compris que je n'étais pas de la famille. J'étais leur distributeur automatique personnel. Le point de rupture est arrivé quand j'ai trouvé mon compte en banque complètement vide. Ma belle-fille, Sophie, s'est juste moquée et a prononcé les mots qui ont tout changé. De toute façon, tu es trop vieille pour le dépenser. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait que le jeu était terminé. Mais elle ne connaissait pas les autres comptes. Ceux qu'elle ne pouvait pas voir. Elle pensait que j'étais trop vieille pour le dépenser. Alors j'ai décidé de lui montrer ce que trop vieille pouvait vraiment faire. Quand mon cher Michel est décédé, le silence dans notre maison est devenu un poids physique. Chaque pièce résonnait de 40 années de souvenirs, une symphonie qui avait soudainement perdu son chef d'orchestre. Mon fils, Thomas, m'a suggéré de vendre la maison. C'est trop pour toi, maman, a-t-il dit, la main sur mon épaule. Viens vivre avec nous. Sophie et moi serions ravis de t'avoir, et les enfants s'ennuient de leur grand-mère. L'idée d'entendre les rires des enfants remplir ce vide était comme un phare dans le brouillard. Cela semblait la solution parfaite. Une nouvelle base pour le reste de ma vie. Alors, je l'ai fait. J'ai vendu la maison où j'avais élevé mon fils, le jardin que Michel et moi avions planté ensemble, la véranda où nous avions regardé d'innombrables couchers de soleil. Avec une partie significative de cet argent, je leur ai fait un chèque de 70 000 €. Pas un prêt, mais un don. L'apport pour leur maison de rêve dans une banlieue chic de l'ouest parisien. Je me souviens du sourire de Sophie, radieux et large, alors qu'elle tenait le chèque. Carole, tu es un ange, a-t-elle dit, en me serrant fort dans ses bras. À cet instant, j'ai cru que j'achetais plus que des briques et du mortier. J'investissais dans une famille. Ma famille. Je m'assurais de ne plus jamais être vraiment seule. Leur maison était impressionnante, je dois l'admettre. Tout droit sorti des pages d'un magazine de décoration, avec des murs gris frais, des parquets sombres et des meubles qui ressemblaient plus à des sculptures qu'à des sièges. Ma suite d'invités était jolie, mais elle donnait l'impression d'une chambre d'hôtel de luxe, impersonnelle et stérile. Lentement, j'ai réalisé que toute la maison était comme ça. C'était une salle d'exposition, pas un foyer. Les étreintes étaient rapides, les conversations superficielles. Je préparais le traditionnel poulet rôti du dimanche que Thomas aimait depuis son enfance, et il le mangeait en consultant leur téléphone. J'ai commencé à me sentir moins comme la matriarche de la famille et plus comme un appareil électroménager utile. Une cuisinière. Une baby-sitter. Une présence silencieuse qui rendait leur vie plus facile. La première vraie fissure est apparue au bout d'environ 3 mois. Sophie a fait irruption dans la cuisine un matin, le visage pâle et paniqué. « Carole, c'est une catastrophe. » s'est-elle exclamée, une main sur la poitrine. Une canalisation a cédé dans la salle de bain parentale, ça inonde partout. Le plombier a besoin d'un acompte de 2 000 € tout de suite, et la carte de Thomas est plafonnée à cause des nouveaux meubles. Mon cœur s'est serré pour elle. En tant qu'ancienne comptable à la retraite, je comprends les urgences. Sans hésiter, j'ai sorti ma carte de mon sac à main. Utilise celle-ci, ma chérie. Fais réparer? La maison est ce qu'il y a de plus important. Elle m'a fait un autre de ses câlins d'ange et s'est précipitée dehors, promettant de me rembourser dès que l'assurance interviendrait. Ce soir-là, j'ai ressenti un soulagement d'avoir pu aider. Je me sentais utile. Mais ce bon sentiment fut de courte durée. En aidant ma petite fille à faire ses devoirs, j'ai pris sa tablette pour chercher quelque chose. La page Instagram de Sophie était ouverte. Et elle était là, souriante sur un selfie pris devant une boutique de luxe parisienne. À son bras, un sac à main en cuir de créateur, le même qu'elle m'avait montré la semaine précédente dans un magazine, soupirant qu'il était divinement cher. La légende de la photo disait « Je m'offre un petit plaisir. Parce que je le vaux bien. » Et en dessous, un commentaire d'une de ses amies « J'adore. C'est bien celui que tu voulais? Il coûtait pas genre 2000 ?» Mon sang s'est glacé. J'ai parcouru les photos. Il n'y avait aucun signe d'inondation, pas de plombier, pas de catastrophe. Juste du shopping, des déjeuners et des sourires. J'étais assise là,
dans la cuisine froide et silencieuse, la lueur de l'écran illuminant l'horrible vérité. Il n'y avait pas de canalisation cassée. Il y avait juste un désir, et j'étais le moyen de l'obtenir. J'ai essayé de parler à Thomas ce soir-là, abordant le sujet avec prudence. Thomas, chéri, Sophie a-t-elle mentionné si l'assurance avait réglé le problème de la salle de bain? Il n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. Oh, ça? Oui, oui, c'est réglé, maman. Ne t'en fais pas. Il me renvoyait. Il savait. Ou pire encore, il ne voulait pas savoir. La solitude que j'ai ressentie à cet instant était plus profonde et plus froide que n'importe quel jour passé dans ma maison vide. Le pire, c'est que je n'ai rien dit. J'ai avalé le mensonge avec ma fierté. Que pouvais-je faire? Demander l'argent et briser la paix fragile que j'avais payée si cher? Je me suis convaincue que c'était un cas isolé, un moment d'égarement de sa part. Mais au fond, une graine de doute était plantée. Un doute qui me disait que ce n'était que le début. Et alors que je lavais la vaisselle de leur dîner ce soir-là, fixant mon pâle reflet dans la fenêtre obscure, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quoi d'autre, selon eux, je pouvais bien servir. Cette histoire raconte ce qui arrive lorsque la bonne foi est traitée comme une faiblesse. Elle raconte la découverte de la vérité de la manière la plus difficile qui soit. Si tu t'es déjà senti invisible ou ignoré je te vois. Clique sur s'abonner, aime cette vidéo, et dis-moi de quelle ville tu regardes. Savoir que je ne suis pas seule dans ce parcours compte énormément pour moi, et je te promets que ce qui suit montrera que même dans les moments les plus sombres, la force peut être trouvée là où l'on s'y attend le moins. Après l'incident du sac à main à 2 000 €, un poison subtil s'est infiltré dans nos interactions quotidiennes. L'illusion d'une famille heureuse et unie s'était brisée, remplacée par une mascarade. Je jouais le rôle de la grand-mère comblée, et eux celui des enfants reconnaissants. Mais nous connaissions tous nos répliques. Leurs sourires sont devenus un peu trop lumineux, leurs questions sur ma journée un peu trop creuses. J'ai commencé à les observer, vraiment à les observer. En tant que comptable, le travail de toute ma vie a été de repérer les schémas, de voir l'histoire racontée par les chiffres et les actions. Et l'histoire qui se déroulait dans cette maison était celle d'un sentiment croissant de droit, d'une exigence sans cesse grandissante. Mon indépendance, j'allais vite la prendre, était le prochain atout à liquider. Tout a commencé avec ma voiture. Maman, ma voiture est au garage pour quelques jours? Ça t'embêterait si j'empruntais la tienne pour faire quelques courses? A demandé Thomas un après-midi. C'était une demande raisonnable, et j'ai accepté. Mais quelques jours se sont transformés en une semaine. Quand je l'ai enfin récupéré, le réservoir était vide, et une légère odeur de frites froides persistait sur la sellerie. Une semaine plus tard, c'était Sophie. Carole, j'ai une visite de client à l'autre bout de la ville et ce client est important. Est-ce que je peux, s'il te plaît, utiliser ta voiture? La mienne consomme tellement. Encore une fois, j'ai tendu les clés. C'est devenu une routine. Ma voiture, que j'avais payée comptant et entretenue méticuleusement, est devenue le véhicule familial officieux. Mes projets passaient désormais au second plan, toujours soumis à leurs besoins. Cette érosion constante de mon autonomie était épuisante. Mais le vrai coup de maître de leur stratégie est arrivé un mois plus tard. Ils m'ont assise à la grande table froide de la salle à manger, formant un front uni. Thomas semblait mal à l'aise, jouant avec une serviette, mais Sophie était dans son élément, posée et sûre d'elle. Carole, commença-t-elle, sa voix douce comme de la soie, nous avons une merveilleuse opportunité. J'ai eu tellement de succès dans l'agence immobilière qu'ils m'ont offert une indemnité voiture de fonction. Nous avons trouvé le SUV parfait, sûr et fiable. C'est super pour les enfants. J'ai hoché la tête, un sourire sincère se formant sur mon visage. C'est une merveilleuse nouvelle, Sophie. Je suis si heureuse pour toi. Thomas s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'est ça le truc, maman. Pour obtenir le meilleur taux de financement, la banque veut voir un profil de crédit plus solide. Le mien a pris un coup avec le prêt immobilier. Sophie intervint, et mon nom est déjà sur mes prêts professionnels. C'est juste une formalité, vraiment. Ils ont suggéré un co-emprunteur avec un historique de crédit établi et parfait. Elle me regarda droit dans les yeux, ses yeux brillants. Ton crédit est impeccable, Carole. Si tu pouvais juste co-signer, ça ne te coûterait pas un centime. C'est juste une signature. Ça nous aiderait énormément. Mon esprit,
L'esprit de comptable s'est mis en surchauffe. Des drapeaux rouges flottaient, des sirènes hurlaient. Co-signer un prêt de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un SUV de luxe n'était pas juste une signature. C'était une responsabilité financière énorme. Cela signifiait que s'il manquait un seul paiement, les créanciers viendraient me chercher. Pour mes économies. Pour le pécule que mon mari et moi avions si soigneusement constitué. C'était un risque qu'aucun conseiller financier sensé ne recommanderait jamais. J'ai ouvert la bouche pour dire non, pour expliquer les réalités de la dette et de la responsabilité, pour tracer la ligne. Mais alors j'ai regardé mon fils. Il ne me regardait pas. Il fixait la table, avec un regard suppliant et désespéré. J'ai vu le fantôme du petit garçon qui suppliait pour une nouvelle bicyclette, et ma résolution a vacillé. J'ai vu le sourire poli de Sophie, et j'ai su que si je refusais, la froideur que je ressentais déjà se transformerait en un mur de glace. La paix fragile ne se briserait pas seulement. Elle serait atomisée. Il me verrait comme inutile, comme égoïste. La peur de l'aliénation totale, d'être véritablement et complètement seul dans leur maison, était une force plus puissante que ma prudence financière. Alors, avec le cœur lourd comme du plomb, je me suis entendu prononcer les mots que je savais regretterais. D'accord. Si ça aide la famille, je le ferai. Le jour où j'ai signé les documents chez le concessionnaire, ils étaient fous de joie. Sophie m'a serré dans ses bras, Thomas m'a tapoté le dos. Ils étaient tout sourire et gratitude. Mais comme avant, ce fut éphémère. Une fois le SUV neuf et élégant garé dans l'allée, la gratitude s'est évanouie. La mascarade a pris fin. Ils avaient ce qu'ils voulaient. J'avais rempli mon rôle. Les conversations sont devenues plus courtes, les demandes pour que je garde les enfants plus fréquentes. Je n'étais plus seulement la cuisinière et le distributeur automatique sur place. J'étais désormais leur filet de sécurité financier, une garante silencieuse d'une vie de luxe à laquelle je n'avais aucune part. Et c'est là que mon corps a commencé à me trahir. Un soir, une toux profonde et rauque s'est installée dans ma poitrine. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Au cours des 2 jours suivants, elle s'est transformée en une bonne grippe. J'étais faible, étourdie et confinée dans ma chambre. Je me sentais plus isolée que jamais, prisonnière dans ma propre cage dorée. J'ai appelé Thomas juste pour entendre une voix familière, mais il était pressé, promettant de me rappeler plus tard pour prendre de mes nouvelles. Au fur et à mesure que les heures fiévreuses s'écoulaient, j'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond, ressentant un profond sentiment d'appréhension. Tard cette nuit-là, mon téléphone a enfin sonné. C'était Thomas. J'ai décroché, m'attendant à quelques mots de réconfort. Mais ce que j'ai eu à la place fut la vérité. Et elle était bien plus nauséabonde que n'importe quelle fièvre. Ma chambre était sombre, à l'exception du faible clair de lune filtrant à travers les stores. La fièvre me tenait, transformant mes pensées en une rivière boueuse et lente. Quand mon téléphone a illuminé la table de chevet, je l'ai cherché à tâtons, une petite étincelle d'espoir vacillant en moi. C'était Thomas. Maman ? Demanda-t-il, sa voix lointaine et métallique. J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Sophie a dit que tu ne te sentais toujours pas très bien. J'ai réussi un faible, oui, un peu. La toux est persistante. Ma voix était rauque, une ombre d'elle-même. D'accord ? Eh bien, essaie de te reposer, dit-il, son ton déjà celui du renvoi. Je laisserai de l'eau devant ta porte. Je t'aime, salut. Avant que je puisse même répondre, j'ai entendu le clic révélateur. Mais ce n'était pas le clic net et final d'un appel terminé. C'était un son maladroit, étouffé. Il n'avait pas raccroché. Il devait avoir appuyé sur un bouton de son écran, pensant que l'appel était terminé, mais la ligne est restée ouverte. J'allais raccrocher moi-même quand j'ai entendu la voix de Sophie, perçante et impatiente, fendant le silence. « Est-ce qu'elle est encore en vie là-dedans » a-t-elle demandé, sa voix dégoulinante de dédain. « Je te jure, Thomas, ça nous gâche toute la semaine. Les Alpes ne sont pas remboursables, tu sais. » J'ai figé, le téléphone pressé fort contre mon oreille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un tambour frénétique contre mes côtes, chaque battement un choc pour mon système. Les Alpes ? Il prévoyait un voyage dans les Alpes pendant que j'étais malade au lit ? La voix de Thomas a suivi, faible et apaisante. « Je sais, chérie, je sais. Laisse juste un jour ou deux. Elle est solide. » Sophie laissa échapper un rire court et amer. « Solide ?
Elle est sénile. Et franchement, toute cette situation est un fardeau financier. Sa petite retraite couvre à peine les courses qu'elle mange. On ne peut pas continuer à attendre qu'elle aide avec quelques milliers ici et là. Il est temps de passer au vrai plan. Le vrai plan. Les mots sont restés suspendus dans l'air, sinistres et froids. J'ai retenu ma respiration, chaque fibre de mon être se tendant pour entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Thomas, avec un soupçon de nervosité dans la voix. Je veux dire, a dit Sophie, sa voix s'abaissant en un murmure conspirateur, qu'il est temps de prendre ce qui nous revient. Avec son âge et cette maladie, il ne serait pas difficile d'obtenir la tutelle. On peut dire qu'elle est désorientée, qu'elle oublie des choses. Ça arrive tout le temps. Mon estomac s'est tordu en un nœud de glace. Elle parlait de me faire déclarer incapable. Thomas est resté silencieux un instant. Puis, Sophie, n'est-ce pas illégal? Elle a ricané, un son de pur mépris. C'est seulement illégal si on se fait prendre, chérie. Et qui va nous poser des questions? Son fils et sa belle-fille aimant? Une fois que nous aurons le contrôle de son compte principal, nous pourrons enfin avancer. Nous pouvons tout liquider. Ça fait bien 6 chiffres là-dedans, Thomas. Assez pour l'apport de l'appartement dans les Alpes. Nous pourrons enfin avoir la vie que nous méritons. La cruauté désinvolte de tout cela, la manière dont elle parlait de mes économies, l'argent que Michel et moi avions méticuleusement économisé pour nos vieux jours, comme s'il ne s'agissait de rien de plus qu'un obstacle à leur résidence secondaire, fut comme un coup physique. Mais le coup de grâce, dévastateur, n'était pas encore arrivé. Et pour elle? A demandé Thomas, sa voix à peine un murmure. Qu'est-ce qu'on fait d'elle après? La réponse de Sophie fut immédiate, d'un pragmatisme glacial. S'il te plaît. J'ai déjà regardé quelques endroits. Il y a un établissement public pour personnes âgées à 1 heure de Paris. Une fois l'argent sur notre compte, on la déménage là-bas. On leur dit qu'elle commence à divaguer, qu'elle est un danger pour elle-même. Ils la prendront. Et on pourra enfin vendre cette maison, récupérer notre capital, et en avoir fini. De toute façon, elle est trop vieille pour le dépenser, Thomas. Considère ça comme un héritage anticipé. Le téléphone a glissé de mes doigts et est tombé sur le sol. Je ne m'en suis même pas aperçu. La fièvre, la toux, les douleurs, tout a disparu, remplacé par une clarté froide et terrifiante. Trop vieille pour le dépenser. Les mots ont résonné dans la chambre silencieuse. Une sentence de mort prononcée par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient m'effacer. Se débarrasser de moi comme d'un vieux meuble encombrant. Mon amour, mes sacrifices, mon être tout entier avait été réduit à un montant en euros sur un compte en banque qu'ils complotaient de voler. J'étais allongé là, immobile dans l'obscurité, tandis que la trahison déferlait sur moi, un raz-de-marée de glace et d'acide, noyant la femme que j'étais. L'ange. La mère serviable. La folle naïve. Elle est morte dans cette chambre ce soir-là. Et de ses cendres, quelque chose de nouveau, quelque chose de froid, de dur et d'absolument résolu, était sur le point de naître. L'histoire que je raconte est difficile, mais elle est réelle. C'est un rappel que parfois, les personnes les plus proches de vous peuvent être les plus éloignées. Si mon parcours te parle, si tu as déjà ressenti cette morsure de la trahison, je veux que tu saches que tu ne parles pas dans le vide. J'écoute. Et je te serais très reconnaissante si tu t'abonnais à cette chaîne, afin que nous puissions continuer à partager ces histoires ensemble. Pendant longtemps, je suis juste restée allongée là. L'obscurité de la chambre semblait absolue, un reflet du vide qui venait de s'ouvrir en moi. Les larmes que j'attendais ne sont jamais venues. Le choc profond de leurs mots avait cautérisé la plaie, laissant derrière non pas un torrent de chagrin, mais un paysage aride et désolé. Chaque mot gentil qu'ils avaient jamais prononcé, chaque sourire, chaque câlin, se rejouait maintenant dans mon esprit comme une tromperie calculée. Les 70 000 euros. La voiture co-signée. Le sac à main à 2 000 euros. Ce n'étaient pas des incidents isolés de cupidité. C'étaient des versements. De petits retraits de la banque de ma confiance avant qu'ils ne mettent en scène l'acquisition hostile finale de ma vie. Ma fièvre est tombée. Pas graduellement, mais d'un seul coup, comme si la révélation glaciale avait ramené mon corps à un état de santé parfaite et glaçante. Je me suis assise dans mon lit. La faiblesse avait disparu, remplacée par une énergie étrange et vibrante. Mon esprit,
qui avait été embrumée par la maladie et obscurcie par un amour mal placé pendant des années, était maintenant une lentille limpide. Je voyais tout. Je voyais l'ambition prédatrice de Sophie et la complicité faible et pathétique de Thomas. Mais le plus important, j'ai vu mon propre rôle dans tout ça. Je l'avais permis. Mon désir d'être nécessaire, ma peur d'être seule, avait fait de moi la cible parfaite. J'avais construit l'autel sur lequel il prévoyait de me sacrifier. J'ai pensé à mon mari, Michel. C'était un homme gentil, mais il n'était pas dupe. C'était un homme de registre et de bilan. Ne laisse jamais l'émotion dicter tes finances, Carole, avait-il l'habitude de dire. Les chiffres ne mentent pas. Les gens, si. Comme j'avais oublié sa leçon la plus importante. Dans mon chagrin, j'avais cherché du réconfort auprès des personnes mêmes dont il m'avait subtilement mis en garde. Je me suis souvenu de conversations où il commentait les goûts coûteux de Sophie, ou l'incapacité de Thomas à lui dire non. J'avais balayé cela comme de l'inquiétude paternelle. Maintenant, je voyais cela comme l'évaluation lucide qu'elle avait toujours été. De toute façon, tu es trop vieille pour le dépenser. Les mots de Sophie ont résonné à nouveau, mais cette fois, ils n'ont pas piqué. Ils ont déclenché une étincelle. Une flamme froide et bleue de fureur s'est allumée dans ma poitrine. Trop vieille? J'avais géré les finances de notre foyer pendant 40 ans avec une précision méticuleuse. J'avais tenu les comptes de 6 associations caritatives locales, démêlant leurs comptes compliqués par plaisir. Après le décès de Michel, j'avais repris notre portefeuille d'investissement, une collection complexe d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement que lui et moi avions construite ensemble. Je m'étais enseigné les subtilités des plateformes de trading en ligne, passant mes soirées calmes et solitaires à lire des analyses de marché et des rapports d'actionnaires, non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que cela me gardait l'esprit vif. C'était mon secret, mon unique connexion restant à Michel, et la seule partie de ma vie dont ils ignoraient tout. Ils voyaient une vieille femme fragile, bonne à cuisiner des rôtis et à signer des documents de prêt. Ils voyaient un compte courant avec un solde respectable, mais finalement limité. Ils n'avaient aucune idée des vrais chiffres. Ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils prévoyaient de jeter dans un établissement public était, sur le papier, millionnaire. Ils m'avaient sous-estimé à une échelle presque comique. Et dans cette sous-estimation, ils m'avaient donné ma plus grande arme. Ils pensaient que j'étais une joueuse de dames dans une partie d'échecs qu'ils avaient déjà gagnée. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de renverser tout l'échiquier. Je suis sortie doucement du lit et j'ai marché jusqu'à mon bureau. Mes mains ne tremblaient pas en ouvrant mon ordinateur portable. Je n'ai pas regardé le site web de la banque locale avec son solde décroissant. J'ai tapé l'adresse de ma plateforme de courtage en ligne. L'écran a chargé, demandant mes identifiants. Nom d'utilisateur. Mot de passe. Code d'authentification à 2 facteurs envoyé sur mon téléphone. Clic. La page s'est actualisée, et le nombre est apparu en haut de l'écran. Un nombre formidable, à 7 chiffres, qui représentait toute une vie de prudence, de planification et de diligence silencieuse. J'ai regardé ce nombre, et pour la première fois depuis le décès de Michel, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie puissante. Le jeu n'était pas terminé. Ils n'avaient même pas commencé. Ils avaient écrit les premiers chapitres de cette histoire, me plaçant dans le rôle de la victime tragique. Mais j'étais sur le point de leur arracher la plume des mains. Et j'allais écrire une fin très, très différente. Le premier appel que je passerais le matin ne serait pas à un médecin. Ce serait à un homme nommé Arthur, le meilleur ami de Michel, mon ami. Et, le plus important, un avocat spécialisé en litiges financiers à la retraite qui me devait une faveur. Leur petit rêve des Alpes était sur le point de se transformer en cauchemar. Et ce serait un cauchemar conçu par moi. Dormir était impossible. Le reste de la nuit n'a pas été passé à me tourner et retourner dans mon lit, mais à une préparation silencieuse et méthodique. La comptable en moi a pris le dessus, mon esprit un tourbillon de feuilles de calcul et de stratégie. J'étais assise à mon petit bureau, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable peignant mon visage d'une lumière froide et bleue, et j'ai commencé à construire mon dossier. J'ai ouvert un nouveau fichier crypté sur une clé USB dont ils ignoraient l'existence. Je l'ai nommé Projet Indépendance. Dans ce fichier, j'ai commencé à télécharger des années de documents financiers, le virement bancaire des 70 000 euros, clairement marqué comme un prêt familial dans le libellé, un petit détail sur lequel Michel avait insisté.
Les relevés de carte de crédit montrant la dépense de 2000 € dans la boutique de luxe. Les documents du prêt automobile co-signé, que j'avais astucieusement sauvegardés au format PDF. Chaque transaction, chaque sacrifice financier, était une pièce à conviction. Précisément à 8 heures, alors que leur soleil projetait de longues ombres sur la pelouse immaculée à l'extérieur, j'ai passé mon premier appel. Mes mains étaient stables en composant le numéro de mémoire. Arthur, ai-je dit, ma voix claire et ferme, dénuée de la faiblesse qu'elle avait eue quelques heures plus tôt. C'est Carole. Il y a eu une pause à l'autre bout, puis sa voix chaleureuse et familière. Carole. Je pensais justement à toi. Comment ça va de ton côté? Je suis allé droit au but. Je prépare un nouveau plan, Arthur. J'ai besoin de ton aide. Pas en tant qu'ami, mais en tant que plaideur féroce que tu étais. Je démantèle ma vie ici, et j'ai besoin de le faire proprement, discrètement et avec une précision dévastatrice. J'ai presque entendu son dos se redresser sur sa chaise. Que s'est-il passé? A-t-il demandé, son ton passant d'amical à professionnel. Je lui ai donné la version abrégée, un récit clinique de l'exploitation financière, culminant avec l'appel téléphonique non raccroché. J'ai rapporté les mots de Sophie textuellement. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment quand j'ai fini. Cette ville, avide. A-t-il commencé? Sa voix épaissie par la colère. Carole, je suis tellement désolée. Michel serait. Je l'ai arrêté. Michel me dirait d'arrêter d'être émotive et de commencer à déplacer les actifs. Et c'est ce que je fais. J'ai besoin de tes conseils. Nous avons parlé pendant plus d'une heure. Il fut ma caisse de résonance, mon stratège. Il a confirmé que le libellé préfamilial sur le virement bancaire était une aubaine juridiquement contraignante. Il m'a conseillé sur la manière la plus efficace de liquider une partie de mon portefeuille sans éveiller les soupçons. Mais son conseil le plus crucial concernait ma sécurité immédiate. Il pense que tu es malade et désorientée, Carole. Utilise ça. Laisse-les le croire. Plus ils te sous-estimeront en ce moment, plus leur chute sera dure. Ne les laisse pas voir le changement en toi. Joue le rôle de la mère fragile et brisée. C'est la couverture parfaite. Mon deuxième appel fut à une agence immobilière très recommandée qu'Arthur connaissait, une femme nommée Madame Dubois spécialisée dans les ventes discrètes de biens de valeur. J'ai brièvement expliqué ma situation. J'ai besoin d'acquérir une nouvelle résidence, lui ai-je dit. Une copropriété. 2 chambres, excellente sécurité, de préférence en centre-ville avec une vue sur les toits de Paris. Je serai acheteuse au comptant. J'ai besoin de voir des options d'ici la fin de la semaine. Sa surprise professionnelle était audible, mais elle s'est vite ressaisie. Une acheteuse au comptant. Oui, Madame Dubois. Je peux certainement vous aider. J'aurai un dossier prêt à consulter dès demain. La dernière étape de la matinée fut la plus satisfaisante. Je me suis reconnectée à mon portail d'investissement. Avec les conseils d'Arthur encore frais dans mon esprit, j'ai entamé le processus de liquidation d'un bloc substantiel d'actions de premier ordre, suffisamment pour couvrir le coût d'une nouvelle maison et créer un nouveau compte bancaire intouchable. En cliquant sur confirmer la transaction, une vague de puissance pure et inaltérée m'a submergé. C'était mon argent. Ma vie. Mon avenir. Et je le reprenais. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai pris une profonde respiration régulière. Vint maintenant la partie la plus difficile, la comédie. J'ai fouillé dans mon placard, enfilant une vieille robe de chambre usée. J'ai ébouriffé mes cheveux et répété une expression de douleur et de faiblesse devant le miroir. Lorsque j'ai finalement ouvert la porte de ma chambre, je suis sortie en traînant les pieds dans le couloir, m'appuyant lourdement contre le mur. Sophie était dans la cuisine, sirotant son café et parcourant son téléphone. Elle a levé les yeux, son expression un mélange d'agacement et de fausse préoccupation. « Oh, tu es sortie du lit ?» a-t-elle dit, sa voix dépourvue de toute chaleur réelle. « Tu te sens mieux ?» Je l'ai regardé, mon visage un masque de tristesse fatiguée. « Un peu » ai-je murmuré, ma voix volontairement frêle. « Juste fatiguée. Tellement, tellement fatiguée. » Elle a complètement mordu à l'hameçon. Elle voyait exactement ce qu'elle voulait voir, une vieille femme faible et vaincue. Elle n'avait aucune idée qu'elle regardait l'architecte de sa chute. Les jours suivants furent un cours magistral de tromperie. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, mon rôle de mère fragile et brisée devenant une seconde nature. Je soupirais lourdement en m'asseyant.
J'oubliais où j'avais mis mes lunettes de lecture. Je fixais la fenêtre d'un air triste et absent. Thomas me tapotait maladroitement l'épaule, tandis que Sophie m'ignorait la plupart du temps, sa patience manifestement à bout face à ma présence prolongée. Ils étaient si consumés par leur propre avidité et si confiants dans mon déclin qu'ils n'ont jamais remis en question mon jeu. Leur arrogance était mon bouclier. Pendant qu'ils voyaient une femme s'éteindre, j'étais un tourbillon d'activités silencieuses et concentrées. Mes matinées, pendant qu'ils étaient au travail et les enfants à l'école, étaient mes heures de commandement. J'avais un rendez-vous chez le médecin, qui était en réalité une rencontre avec Arthur et un avocat vif d'esprit qu'il m'avait recommandé, un homme nommé Maître Dubois. Nous nous sommes rencontrés dans un immeuble de bureaux discret en centre-ville. J'ai présenté mes preuves, les relevés bancaires, les documents de prêt, la chronologie des événements. Maître Dubois écoutait attentivement, son expression devenant plus sombre à chaque détail. « Ce n'est pas juste de la négligence familiale, Madame Dubois, a-t-il dit, tapotant le document du prêt automobile co-signé. C'est un cas d'abus de faiblesse financier sur personne âgée, digne d'un manuel. On les a. Sans appel. Le plan que nous avons solidifié était à 2 volets. Premièrement, la libération. Deuxièmement, la restitution. La phase de libération était déjà en cours. Les fonds de mes actions liquidées étaient arrivés, et j'avais ouvert une nouvelle série de comptes dans une autre banque, une avec laquelle Sophie et Thomas n'avaient aucune connexion. Madame Dubois, l'agente immobilière, m'avait envoyé un dossier de superbe copropriété en centre-ville. Depuis l'intimité de ma chambre, en utilisant une nouvelle adresse e-mail sécurisée, j'ai examiné les annonces. Je l'ai trouvé presque immédiatement, un appartement d'angle au 20e étage d'un immeuble moderne, avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue sur toute la ville et les majestueux environs parisiens au-delà. C'était l'antithèse de cette maison froide et de banlieue. C'était une forteresse de lumière et d'air. J'ai appelé Madame Dubois. « Je veux celui-là », ai-je dit. « Faites une offre comptant complète. » La phase de restitution était plus délicate. Maître Dubois a commencé à rédiger les documents juridiques. Une lettre formelle exigeant le remboursement immédiat du prêt de 70 000 €, plus les intérêts accumulés. Une notification de reprise de dette pour le SUV co-signé, les obligeant de fait à refinancer le véhicule en leur propre nom ou risquer sa reprise immédiate. Et enfin, une mise en demeure méticuleusement rédigée, leur ordonnant de ne plus avoir aucun contact avec mes institutions financières. Chaque document était une brique soigneusement placée dans le mur que je construisais entre mon avenir et leur avidité. Un après-midi, Sophie est rentrée plus tôt. J'étais dans ma chambre, censée faire la sieste. Je l'ai entendue au téléphone dans le couloir, sa voix guillerette. « Je sais, c'est parfait. » s'est-elle exclamée. « C'est juste à côté des pistes. L'agent a dit que si on peut réunir l'apport dans les 30 prochains jours, c'est à nous. La mère de Thomas est... Eh bien, disons qu'elle n'aura plus besoin de ses économies très longtemps. » Elle a ri. J'ai senti une lueur de l'ancienne rage, mais je l'ai étouffée. Patience. Chaque mot qu'elle prononçait n'était qu'un fil de plus dans la corde qu'elle tressait pour elle-même. Le tournant est arrivé ce vendredi-là. Madame Dubois a appelé. « Ils ont accepté votre offre, Carole ?» a-t-elle dit, sa voix chaleureuse de félicitations. « L'appartement est à vous. Nous pouvons signer dès la semaine prochaine. » Un profond sentiment de calme m'a envahi. J'avais une destination. Une porte de sortie. J'ai passé le reste de la journée à emballer secrètement mes biens les plus précieux, des photos de Michel, mes livres préférés, la petite boîte à bijoux que mon père m'avait fabriquée. Je les ai emballés dans des sacs de courses anonymes que j'ai cachés au fond de mon placard, prêts à être déplacés à tout moment. J'étais une agente silencieuse, démantelant ma vie sous le nez même de mes geôliers. Ils pensaient avoir le contrôle, planifiant leur escapade dans les Alpes grâce à mes économies. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà acheté ma propre vue sur les sommets. Et la facture de leurs vacances était sur le point d'arriver. Mon histoire ne parle pas seulement de trahison. Elle parle de la force tranquille qui se forge dans le feu de l'injustice. Elle s'adresse à quiconque a déjà été sous-estimé. Si tu retrouves une partie de ta propre histoire dans la mienne, j'espère que tu cliqueras sur le bouton j'aime. C'est un petit geste, mais cela me permet de savoir que ma voix est entendue bien au-delà de ces murs. La signature pour mon nouvel appartement fut une affaire discrète et numérique. Quelques signatures sur un serveur sécurisé, un virement depuis mon nouveau compte bancaire fortifié,
Et juste comme ça, j'étais à nouveau propriétaire. J'étais en possession d'un jeu de clés pour une vie qu'il ne pouvait pas toucher. Je les gardais dans ma poche, le métal froid une réassurance constante et secrète. La première phase de mon plan était terminée. Maintenant, il était temps de commencer, doucement, presque imperceptiblement, la seconde. Il était temps de commencer à couper les liens. Le premier séisme a frappé un samedi matin. Sophie se préparait pour ce qu'elle appelait un brunch d'affaires avec d'autres agents immobiliers. Elle a fait irruption dans le salon, vêtue d'un tailleur chic et coûteux, faisant tournoyer les clés du SUV co-signé. Carole, sois chérie et regarde les enfants quelques heures, veux-tu? Ce n'était pas une question. J'ai simplement hoché la tête depuis le fauteuil où je prétendais lire, mon visage un masque de conformité placide. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu ses pas furieux marteler en retour dans la maison. Ma carte de crédit vient d'être refusée. A-t-elle claqué, plus à l'air qu'à moi? Celle de la station-service. Refusée. Tu peux croire le culot? Elle fulminait devant son téléphone, essayant frénétiquement de se connecter à son application bancaire. Thomas est descendu, attiré par le tumulte. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Ma carte. Elle ne marche pas. Fulminait Sophie. Celle qu'on utilise pour toutes les dépenses courantes. Tu as payé la facture? Thomas semblait décontenancé. Je croyais que c'était toi. C'est lié au compte de maman, non? Ils se sont tournés tous les deux pour me regarder. J'ai lentement baissé mon livre, mon expression une légère confusion. Oh, celui-là, ai-je dit, ma voix douce. Je suis tellement désolée. J'ai dû fermer ce compte. La banque a dit qu'il y avait une activité suspecte. J'ai dû oublier de le mentionner. Le mensonge était si simple, si plausible. Les yeux de Sophie se sont plissés. Activité suspecte? De quoi parles-tu? J'ai haussé les épaules, feignant une perte de mémoire. Je ne me souviens pas de tous les détails. Ils ont utilisé beaucoup de termes techniques. Mais ils étaient très fermes. Ils ont dit que c'était pour ma protection. J'ai vu un éclair de panique dans ses yeux, rapidement masqué par l'agacement. Ils ne pouvaient pas contester. Le faire reviendrait à admettre qu'ils étaient l'activité suspecte. Ils étaient piégés par mon incompétence feinte. Sophie a soufflé et est sortie en trombe, disant à Thomas qu'il devait la conduire. Le brunch d'affaires était ruiné. C'était une petite victoire mesquine, mais qui ressemblait aux premières lueurs de l'aube. Le second séisme fut plus significatif. Quelques jours plus tard, une dépanneuse élégante, du genre utilisé pour les reprises, s'est garée discrètement devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre du salon un homme en descendre et commencé à inspecter le nouveau SUV dans l'allée. Sophie et Thomas étaient tous les deux au travail. L'homme consulta un presse-papier, puis commença à attacher un treuil à l'essieu avant de leur véhicule de luxe tant prisé. Mon cœur battait la chamade. C'était ça. Maître Dubois avait agi. J'ai attendu. 1 heure plus tard, la voiture de Thomas est arrivée en crissant dans l'allée. Il en a jailli, le visage défiguré par la confusion et la rage en voyant la dépanneuse. « Qu'est-ce que vous foutez » a-t-il crié au chauffeur. Le chauffeur, un homme grand et impassible, lui a simplement tendu un papier. Ordre de la banque, mon ami. La caution solidaire a fait défaut sur la responsabilité. Le prêt est exigible. Si vous voulez garder la voiture, vous devez refinancer le tout. À votre nom uniquement. J'ai regardé derrière le rideau le visage de Thomas passer du rouge au blanc. Il a frénétiquement composé le numéro de Sophie. Je n'entendais pas sa partie de la conversation, mais j'entendais la sienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas avoir l'approbation. Non, mon crédit est fichu. La banque? Pourquoi maman ferait ça? Il a fait irruption dans la maison, les yeux égarés, et m'a trouvé dans la cuisine, pelant calmement des pommes de terre pour le dîner. Maman, qu'est-ce que tu as fait? A-t-il exigé, agitant le papier sous mon nez. J'ai levé les yeux, feignant la surprise. Fait? De quoi, chérie? La voiture? Ils remorquent la voiture. Ils ont dit que tu avais fait défaut? J'ai mis mon meilleur visage de vieille femme confuse. Oh, mon Dieu! Fait défaut? Ça a l'air sérieux. C'est cette lettre que la banque a envoyée? Je n'ai pas compris. C'était si compliqué. Je pensais que toi et Sophie gériez tout ça. Il m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant. Il était pris entre sa rage et la narration qu'ils avaient eux-mêmes créée.
que j'étais une vieille femme radoteuse et incompétente à qui on ne pouvait faire confiance pour des décisions complexes. Il ne pouvait pas m'accuser d'être stratégique sans admettre qu'il s'était trompé sur moi depuis le début. Il est resté là, sans voix et impuissant, tandis que le moteur de la dépanneuse rugissait, emportant le symbole de statut de sa femme le long de la rue et hors de leur vie. Le silence qui a suivi fut profond. C'était le son de leur monde soigneusement construit commençant à se fissurer à ses fondations. Et j'étais celle qui tenait le marteau. La maison était imprégnée d'un silence toxique pendant les 24 heures suivantes. L'absence d'usuve de luxe dans l'allée était une blessure béante dans leur fierté de banlieusards. Sophie était un orage, refusant de me parler, tandis que Thomas s'agitait avec l'énergie anxieuse d'un homme sur un navire qui coule. Ils communiquaient par murmures furieux derrière des portes closes, mais le jeu avait changé. La dynamique de pouvoir s'était inversée, et ils pouvaient le sentir, même s'ils ne pouvaient pas encore en comprendre la source. Ils étaient déséquilibrés, confus, et je les ai laissés mijoter dans leur propre jus amer. L'acte final de la phase de libération était sur le point d'être délivré. Il est arrivé l'après-midi suivant par courrier certifié. Une enveloppe nette, de format juridique. J'étais dans le salon, lisant, quand Thomas a signé pour la recevoir. Il l'a déchirée, ses mains tremblant légèrement. Sophie a émergé de la cuisine, attirée par le sceau officiel. Je les ai observés par-dessus mon livre alors qu'ils lisaient la lettre ensemble, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. J'en connaissais le contenu par cœur. Elle venait du cabinet de Maître Dubois. Une demande formelle, sans équivoque, pour le remboursement immédiat du prêt de 70 000 euros, plus les intérêts accumulés, dans un délai de 30 jours. Elle citait le virement bancaire initial et stipulait que le non-respect entraînerait une hypothèque légale sur la propriété, suivie d'une procédure de saisie immobilière. La couleur s'est retirée du visage de Sophie. Thomas semblait avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il a regardé la lettre, puis moi, ses yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et d'horreur naissante. Ce n'était pas l'œuvre d'une vieille femme confuse. C'était une attaque calculée, légale. Les faux semblants étaient terminés. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il étouffé, traversant la pièce à grandes enjambées et me tendant la lettre. Maman, qu'est-ce que c'est ? J'ai lentement placé mon marque-page dans mon roman et l'ai posé sur la table à côté de moi. J'ai retiré mes lunettes de lecture et les ai soigneusement pliées, les plaçant sur le livre. J'ai levé les yeux, d'abord vers mon fils, puis vers ma belle-fille. Pour la première fois depuis des mois, je les ai laissés me voir. Pas la femme fragile et oublieuse que j'avais prétendu être, mais la femme qui avait écouté à l'autre bout d'un appel téléphonique non raccroché. La fureur froide que j'avais réprimée avait disparu, remplacée par un calme arctique inébranlable. C'est, ai-je dit, ma voix stable et claire, un ton qu'il n'avait pas entendu depuis des années, exactement ce à quoi ça ressemble. C'est une facture pour service rendu. Vous vous êtes amusé. Maintenant, il est temps de payer. Sophie a ricané, un son désespéré et cassant. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison ? Tu nous as donné cet argent. Vraiment ? Ai-je répondu, en haussant un sourcil. Mes registres, et ceux de la banque, indiquent un prêt. Un prêt que vous avez utilisé pour garantir cette propriété. Un prêt qui est maintenant dû. Je me suis levée, me sentant plus grande que je ne l'avais été depuis longtemps. Je n'étais plus une invitée dans leur maison. J'étais une créancière. La principale titulaire de l'hypothèque. Le visage de Thomas s'est effondré. Maman, pourquoi tu nous fais ça ? Après tout, nous sommes une famille. Le mot famille était une allumette allumée dans une pièce remplie d'essence. Une famille ? Ai-je répété ? Et cette fois, ma voix avait un tranchant d'acier. N'osez pas utiliser ce mot avec moi. Une famille ne complote pas pour faire déclarer sa mère incapable afin de voler ses économies pour un appartement de vacances dans les Alpes. Une famille ne qualifie pas sa mère de fardeau financier sénile. Une famille ne décide pas que sa mère est trop vieille pour le dépenser de toute façon et ne planifie pas de la jeter dans un établissement public. Le silence dans la pièce était absolu, brisé seulement par leur respiration courte et saccadée. Leurs visages étaient des masques de pur choc. Ils étaient pris, exposés. La vérité secrète et laide de leur cœur était mise à nu sur le sol froid et design entre nous. Tu as entendu ça ? A murmuré Sophie, son visage livide. J'ai esquissé un petit sourire sans joie. Ton mari est négligent avec son téléphone.
Tu devrais lui apprendre à s'assurer qu'un appel est correctement déconnecté avant de discuter de plans pour détruire une vie. C'est juste. Une signature, vraiment. Sur un document juridique. C'est seulement illégal si on se fait prendre. N'est-ce pas ce que tu as dit, Sophie? J'ai laissé le poids de mes mots s'installer, les laissant ressentir le plein impact de leur exposition. J'ai marché près d'eux en direction des escaliers menant à ma chambre. Vous avez 30 jours pour me rendre mon argent, ai-je dit, sans me retourner. Après cela, je serai propriétaire de cette maison. Et mon premier acte en tant que propriétaire sera de vous faire expulser pour occupation sans droit ni titre. Je vous suggère d'appeler un bon avocat. Vous allez en avoir besoin. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. J'ai simplement marché, les laissant debout dans les ruines qu'ils avaient créées eux-mêmes. La comédie était terminée. La révélation était complète. Et je ne m'étais jamais senti aussi libre. Les suites de la révélation ne furent pas une tempête, mais un effondrement lent et agonisant. L'arrogance qui avait été l'armure de Sophie s'est effritée en une panique désespérée et frénétique. Thomas, dépouillé de sa dénégation plausible, a dégénéré en un homme suppliant et brisé. Ils ont tout essayé. Les 24 premières heures furent un cycle de rage et de récrimination, non dirigés contre moi, mais l'un contre l'autre. J'entendais leur voix s'élever à travers la porte de ma chambre. « Comment as-tu pu être assez stupide pour ne pas raccrocher le téléphone » hurlait Sophie. « Moi ? C'est toi qui ne pouvais pas attendre pour dépenser l'argent avant même qu'on l'ait. » Rétorquait Thomas. C'était le bruit d'un partenariat bâti sur l'avidité se dévorant lui-même. Puis vint la deuxième phase, les appels à ma clémence. Ils ont commencé par un faux remords. Sophie a frappé à ma porte, les yeux cernés et gonflés. « Carole, nous sommes tellement, tellement désolés, a-t-elle commencé, sa voix épaissie par des larmes fabriquées. Nous ne pensions pas. Nous étions sous tellement de pression. Nous avons dit des choses horribles que nous ne pensions pas. Je l'ai regardé, mon visage impassible. Vous ne les avez pas seulement dites, Sophie. Vous les avez planifiées. Vous avez fait des recherches sur des établissements. Vous aviez un montant en euros en tête. Ce n'est pas de la pression. C'est un plan d'affaires. Son visage s'est durci lorsqu'elle a réalisé que les larmes ne fonctionnaient pas. Thomas a essayé une autre tactique, la nostalgie et la culpabilité. Il m'a apporté une tasse de thé, exactement comme je l'aime. Il s'est assis et a parlé de souvenirs de son enfance, de moi lui apprenant à faire du vélo, des histoires que je lui lisais. « Maman, ne laisse pas cette seule erreur tout détruire, a-t-il supplié. Pense aux enfants. Vas-tu vraiment mettre tes propres petits-enfants à la rue ? La manipulation était si transparente qu'elle en était presque insultante. Mes petits-enfants auront un toit au-dessus de leur tête ? Thomas, ai-je répondu calmement. Ce ne sera juste pas celui-ci, qui a été acheté sous de faux prétextes. Ce sont tes choix qui ont mis tes enfants dans cette position, pas les miens. La phase finale, la plus pathétique, fut un appel direct à ce qu'ils percevaient comme ma faiblesse, mon âge. Tu ne comprends pas le système juridique, maman, a essayé Thomas, essayant de paraître autoritaire. Ces choses sont compliquées. Tu pourrais tout perdre en frais de justice. Sophie a ajouté, et qu'est-ce que tu vas faire ? Vivre toute seule à ton âge ? Qui s'occupera de toi ? J'ai failli rire. Je suis une comptable à la retraite qui gère un portefeuille d'investissement à 7 chiffres depuis les 5 dernières années, ai-je déclaré, les mots tombant dans la pièce comme des pierres. Je comprends les chiffres. Et j'ai retenu le meilleur avocat que l'argent peut acheter. Quant à savoir qui s'occupera de moi ? Ce sera moi. Le regard sur leur visage alors que la réalité de mon indépendance financière leur apparaissait fut un spectacle à voir. C'était la compréhension naissante que non seulement le jeu était perdu, mais qu'ils n'avaient même jamais joué sur le bon échiquier. Leur panique s'est transformée en réel désespoir. Ils ne pouvaient pas refinancer la maison. Leur crédit était une plaisanterie sans moi. Ils ne pouvaient pas payer les mensualités sans mon aide. Ils ne pouvaient pas la vendre à temps pour respecter le délai de 30 jours sans subir une perte massive dans un marché en baisse. Ils étaient piégés. Chaque voie d'évasion était une impasse qu'ils avaient créée eux-mêmes. La justice poétique était exquise. Dans leur tentative de saisir mes actifs pour une vie de luxe non méritée, ils avaient perdu les leurs. La maison qu'ils voyaient comme un symbole de statut était devenue une ancre, les entraînant dans une mer de dettes. La vie qu'ils étaient si désespérés de projeter sur les réseaux sociaux s'est révélée être un château de cartes fragiles, et j'avais juste retiré les fondations.
Ils m'avaient vue comme une ressource à épuiser, un problème à éliminer. Maintenant, ils me voyaient telle que j'étais vraiment, leur créancière, leur juge, et la seule arbitre de leur avenir immédiat. Ils n'avaient nulle part où fuir, et le compte à rebours était lancé. Pour ceux d'entre vous qui avaient suivi mon histoire jusqu'ici, vous avez vu les profondeurs de la trahison, mais vous êtes également sur le point d'assister à l'aube d'une nouvelle vie. C'est un voyage pour reprendre son pouvoir, pas à pas, douloureusement, puissamment. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne. Savoir que cette communauté grandit me donne la force de partager les chapitres finaux et les plus satisfaisants de ce parcours. Pendant que leur monde implosait, le mien était méticuleusement construit. Le délai de 30 jours que je leur avais donné n'était pas seulement une menace. C'était ma chronologie d'évasion et de renouveau. Le jour suivant la confrontation, j'ai organisé un déménagement, pas un gros camion évident, mais un service de transport spécialisé discret recommandé par Madame Dubois, le genre utilisé pour déplacer l'art et les antiquités. Au cours d'une semaine, pendant qu'ils étaient absents de la maison, s'afférant à rencontrer des conseillers bancaires et des agents immobiliers qui ne pouvaient leur offrir aucune solution, ma vie était soigneusement emballée et déménagée, pièce par pièce, dans ma nouvelle maison dans le ciel. La première fois que j'ai franchi le seuil de mon nouvel appartement en tant que propriétaire, le sentiment était indescriptible. J'ai traversé les parquets polis jusqu'à la vaste paroi de fenêtres. Toute la ville de Paris s'étalait sous mes pieds, une tapisserie scintillante de lumière, et au-delà, la ligne d'horizon se tenait comme des sentinelles anciennes et silencieuses. C'était une vue sur une possibilité infinie. J'ai pris une profonde inspiration de l'air pur et recyclé, et cela m'a semblé être la première vraie respiration que j'avais prise depuis des années. C'était l'air de la liberté. J'ai passé les semaines suivantes à organiser ma nouvelle existence. Je n'ai pas seulement déballé des cartons. J'ai placé chaque objet avec intention. Mes livres, mes compagnons bien-aimés, ont rempli des étagères sur mesure. Les photos de Michel ont reçu une place d'honneur sur la cheminée. J'ai acheté un fauteuil confortable et élégant, parfait pour la lecture, et je l'ai positionné face à la vue. Je me suis abonnée à l'orchestre, j'ai acheté des billets de saison pour le théâtre, et je me suis réinscrite au programme d'éducation permanente de l'université locale, m'inscrivant à un cours sur l'histoire de l'art de la Renaissance que j'avais toujours voulu suivre. Mes journées, qui avaient été remplies de tâches ingrates et épuisantes au service des autres, étaient maintenant remplies de choses qui nourrissaient mon âme. Mon amitié avec Arthur a fleuri. Il a visité mon nouvel appartement, apportant une bouteille de champagne pour célébrer. Michel serait tellement fier de toi, Carole, a-t-il dit, levant son verre. Il a toujours su que tu étais la plus intelligente. Nous sommes tombés dans une routine confortable de déjeuner hebdomadaire et de longues conversations sur le marché, la politique et l'art. Je me reconnectais à une partie de moi que je pensais perdue à jamais, la femme vive, pleine d'esprit, intellectuellement curieuse qui avait été enterrée sous les rôles de femme, de mère et de veuve. Le changement le plus profond, cependant, fut interne. La peur de la solitude qui m'avait poussée dans la maison de mon fils avait complètement disparu. J'ai découvert qu'il y a une immense différence entre être seul et se sentir seul. Dans leur maison, entouré de gens, j'avais été profondément seul. Ici, dans mon propre espace, entouré de mes propres affaires, selon mon propre emploi du temps, j'étais simplement, paisiblement, seul. J'ai savouré les matins tranquilles avec mon café et le journal. J'ai apprécié la solitude d'un après-midi passé avec un bon livre. Ma propre compagnie était devenue un plaisir, pas une punition. Le 29e jour, mon téléphone a sonné. C'était Thomas. Sa voix était creuse, vaincue. On est dehors, maman, a-t-il dit. On a trouvé une location. Les déménageurs sont là maintenant. Il fit une pause, et j'entendis l'espoir désespéré dans sa voix. Est-ce qu'il y a une chance que tu reconsidères? Pour les enfants? Je suis restée silencieuse un instant, regardant par ma fenêtre le vaste et magnifique monde. Ma décision est définitive, Thomas, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Je te souhaite le meilleur pour reconstruire ta vie. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone, et je n'ai ressenti ni colère, ni triomphe, seulement une paix tranquille et résolue. Je n'avais pas détruit leur vie. J'avais simplement cessé de financer une vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre et les avais forcés à affronter les conséquences de leurs propres choix. Ma nouvelle vie était bâtie sur une fondation de vérité. Et depuis 20 étages,
La vue était spectaculaire. Maintenant, le soir, avec les lumières de la ville scintillant en dessous comme une constellation tombée, je me surprends à réfléchir. Une vieille habitude de mes jours de comptabilité. Je dresse un bilan, non pas de chiffres et d'actifs, mais de ma vie. D'un côté, je liste les débits, les années de confiance mal placées, la morsure de la trahison, le goût amer d'être sous-estimé. La douleur de réaliser que le fils que j'ai élevé pouvait rester silencieux pendant que sa femme complotait pour se débarrasser de moi. Ce débit est significatif, une entrée lourde écrite à l'encre indélébile. C'est un rappel de ma propre naïveté, du prix élevé d'ignorer les signaux d'alarme pour le bien d'une paix illusoire. Mais ensuite, je regarde l'autre côté du grand livre. Le côté crédit. Et il déborde. La première entrée est la clarté. La clarté douloureuse et aveuglante qui a fait tomber toutes les illusions et m'a forcé à voir le monde, et les gens qui s'y trouvent, pour ce qu'ils étaient vraiment. Cette clarté, bien que née d'une immense douleur, fut un cadeau. Ce fut le catalyseur de tout ce qui a suivi de bon. En dessous, je liste la force. Pas une force bruyante et agressive, mais une fortitude tranquille et durable que je ne savais pas posséder. La force de jouer un rôle, de planifier en secret, d'exécuter une stratégie avec précision alors que mon cœur me faisait encore mal. L'entrée suivante est l'indépendance. La satisfaction profonde et ancrée dans l'âme de savoir que mon bonheur, ma sécurité et mon avenir sont entièrement entre mes mains. Chaque décision, du choix de mon petit déjeuner à celui de l'action dans laquelle investir, m'appartient exclusivement. Cette indépendance est plus précieuse que n'importe quel chiffre dans mon portefeuille. Et puis il y a la paix. Une paix profonde et durable qui vient du fait de vivre authentiquement, libérée de l'anxiété constante et sourde d'essayer de plaire à des gens qu'il est impossible de satisfaire. C'est la paix d'un grand livre équilibré, d'une vie en ordre. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire, pour toi-même et même pour les autres, est de tracer une ligne ferme et inamovible. Mes actions ont forcé Thomas et Sophie à affronter une réalité qu'ils fuyaient. Qu'ils en tirent des leçons ou non, c'est leur chemin, pas le mien. Ma responsabilité était de me sauver, et ce faisant, j'ai brisé un cycle toxique et multigénérationnel de complaisance. Peut-être que mes petits-enfants verront cela, un jour. Peut-être qu'ils apprendront que la vraie force ne consiste pas à prendre ce que l'on peut, mais à construire une vie d'intégrité. La plus grande leçon, cependant, a été sur l'âge. Les mots les plus cruels de Sophie, « De toute façon, tu es trop vieille pour le dépenser », étaient censés être le dernier clou dans mon cercueil. Mais ils sont devenus mon cri de ralliement. Elle avait tort. L'âge n'est pas synonyme de déclin. C'est une accumulation de sagesse, d'expérience et, si l'on a de la chance, de ressources. Ils ont vu mon âge comme une vulnérabilité, une faiblesse à exploiter. Ils n'ont pas vu qu'il était mon plus grand atout. Il m'a donné la patience d'attendre, la sagesse de planifier et la perspective de savoir pourquoi il valait vraiment la peine de se battre. Je ne suis pas trop vieille. Je ne faisais que commencer. Il y a quelques semaines, par un après-midi d'automne vif et clair, je rentrais chez moi après mon cours d'histoire de l'art. J'ai décidé de faire un petit détour par une partie du centre-ville que je n'avais pas encore explorée. En tournant un coin, j'ai aperçu une silhouette familière attendant à un arrêt de bus. C'était Sophie. Mais c'était une version d'elle que je n'avais jamais vue auparavant. Son tailleur coûteux avait disparu, remplacé par un uniforme simple et générique d'une chaîne de café en centre-ville. Son sac à main de créateur avait disparu, remplacé par un sac à dos usé. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle semblait fatiguée. Elle semblait ordinaire. Nos regards se sont croisés un bref instant à travers la rue animée. J'ai vu un éclair de reconnaissance, suivi d'une vague de honte et de colère qui a envahi son visage. Elle a rapidement détourné la tête, faisant semblant de ne pas m'avoir vu. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas triomphé. J'ai simplement continué mon chemin, ma démarche assurée. La voir ainsi ne m'a pas apporté de joie, mais un profond sentiment de dénouement. C'était l'entrée finale et équilibrée du grand livre. La justice n'est pas toujours un événement dramatique et tonitruant. Parfois, c'est juste la gravité tranquille et inévitable des conséquences. Ma vie aujourd'hui est pleine. Elle est riche non pas à cause de l'argent à la banque, mais à cause des expériences que je m'autorise enfin à vivre. J'organise un petit club de lecture dans mon appartement avec des femmes de mon immeuble. Je me suis mise à l'aquarelle,
installant mon chevalet près de la fenêtre pour capturer les couleurs changeantes des environs parisiens. Je planifie même un voyage, non pas dans les Alpes, mais à Florence, en Italie, pour voir l'art de la Renaissance que j'étudie de près, en personne. Je voyage en première classe. Parce que, finalement, je ne suis pas trop vieille pour le dépenser. En fait, je rattrape le temps perdu. Je ne pense plus à ce qu'ils m'ont fait avec colère. Je pense à cela comme à une opération chirurgicale douloureuse, mais nécessaire. Ils ont excisé une partie de ma vie qui était malade de dépendance et d'illusion, et à la place, quelque chose de sain et de fort agrandi. Ils pensaient me pousser d'une falaise, mais ils m'ont seulement forcé à réaliser que j'avais des ailes. La plus grande ironie est qu'en essayant de tout me prendre, ils m'ont rendu la seule chose que j'avais vraiment perdue, moi-même. Alors, voici mon histoire. Elle a commencé dans une maison tranquille remplie de ressentiments tus et s'est terminée ici, dans un appartement ensoleillé rempli de paix et de possibilités. C'est un témoignage du fait qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour réécrire sa propre fin. Ta valeur n'est pas déterminée par ton utilité aux autres, mais par la dignité et le respect que tu commandes pour toi-même. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Ta présence ici, à écouter mon histoire, a été une lumière en soi. Si mon expérience a résonné en toi, si elle t'a donné une mesure d'espoir ou de force, je serais tellement honorée si tu voulais bien t'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo. Et s'il te plaît, dans les commentaires ci-dessous, dis-moi de quelle ville ou de quel pays tu regardes. Savoir où mon histoire a atterri, ressentir cette connexion à travers les kilomètres, est le plus merveilleux dividende que je puisse jamais imaginer. Je m'appelle Carole, et pour la première fois depuis longtemps, je suis exactement là où je dois être.